Donc, bonjour à tous, bienvenue en ligne à l'occasion de ce webinaire compostage à destination des élus du Grand Est qui vous est proposé du coup par le réseau Compost Citoyen Grand Est. Après les clés pour un projet de compostage réussi, focus aujourd'hui sur comment tenir dans la durée. Voilà le sujet qui va nous intéresser et qui achèvera notre cycle sur le compostage partagé et qui va nous occuper ce matin jusqu'à 11h45 midi. Merci déjà à nos intervenants du jour qui vont se succéder au cours de cette matinée, donc monsieur Brouillet et puis Elsa Distel, qui nous feront part de leur expertise, mais aussi de leur retour d'expérience de terrain, dans le but de faire avancer vos propres réflexions et vos propres projets sur vos territoires respectifs. Pour ouvrir ce webinaire, je vais conserver la parole en recontextualisant un petit peu cette matinée en vous présentant d'abord le réseau Compost Citoyen Grand Est et notamment nos objectifs dans lesquels s'inscrivent ce webinaire. Ensuite, pour introduire véritablement notre sujet du compostage partagé, nous prendrons quelques minutes pour faire le point sur l'évolution réglementaire qui concerne les biodéchets et les projets de compostage partagé. Pour toute question, vous avez le chat à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. On prendra le temps pour y répondre au fur et à mesure. Je vais partager mon écran. Et voilà, normalement, vous allez voir le PowerPoint s'afficher. Je vous invite du coup à découvrir le réseau Compost Citoyen Grand Est. Si vous ne le savez pas déjà, le réseau est d'abord un réseau national qui se déploie en région en réunissant des associations, les acteurs engagés dans la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. En Grand Est, le réseau s'est créé en 2019 avec le soutien de l'ADEME. Notre association réunit aujourd'hui plus de 40 membres qui sont autant d'associations que d'entreprises ainsi que de collectivités de différentes tailles et se répartis sur tout notre territoire à l'échelle du Grand Est. Ce qui nous réunit, c'est la thématique des biodéchets, mais surtout par l'angle de la prévention et de la gestion de proximité à travers le gaspillage alimentaire, les pratiques de jardinage naturel, mais aussi les différentes formes de compostage à travers 3 objectifs finalement principaux: rassembler et accompagner les acteurs et aussi représenter la filière. Concrètement, cela prend 4 typologies d'actions. La première, ça va être de déployer les actions du national en Grand Est, donc comme les actions de Tous au compost, par exemple, qui s'est tenue entre mars et avril dernier, mais également bientôt Café Compost. Nous avons aussi l'objectif d'animer de créer des temps de rencontres et d'échanges pour partager des expériences à travers des journées techniques ou des journées thématiques, que ce soit en Grand Est ou ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous animons aujourd'hui ce webinaire. C'est également l'occasion pour nous de professionnaliser la filière en proposant des formations de maîtres composteurs ou d'animation de réseau. Et enfin, nous souhaitons nous positionner comme un centre de ressources en mettant en disposition de nos adhérents notre connaissance du territoire du Grand Est, des pratiques de gestion de proximité des biodéchets et des coûts également, et ce à travers des fiches actions pratiques, des fiches argumentaires, à travers également la mutualisation d'outils de communication, etc. Toute l'année, il y a donc des temps forts qui sont organisés par le réseau, que ce soit en ligne comme aujourd'hui ou en présentiel. Et prochainement, et cela fait écho à notre webinaire d'aujourd'hui, nous avons les journées techniques territoriales, vous voyez s'afficher ici, qui du coup concerneront la manière d'assurer la pérennité des sites de compostage collectif. Donc, c'est l'occasion pour vous d'aller à la rencontre d'autres acteurs pour pérenniser des sites de compostage partagés. Donc, on vous invite à rester connecté pour obtenir ces informations. Donc, ce sera le 14 juin à Strasbourg. À Nancy, ce sera en juin, mais on attend encore confirmation de la date. Et ce sera à Troyes le 1er juillet. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est le voyage d'études en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça se passera en octobre. Un beau programme assez alléchant entre Dijon et Besançon.
qui vous permettra également de rencontrer d'autres acteurs, collectivités, associations engagées dans la gestion de proximité à travers du compostage en quartier, du compostage en bout de champ, etc. Voilà ce point agenda qui clôture un petit peu la présentation du réseau. Je vous propose du coup d'entrer maintenant dans le vif du sujet à travers la réglementation et le compostage partagé. Donc, la réglementation en matière de biodéchets et de compostage partagé. Donc, parmi toutes les typologies de déchets, nous, vous l'aurez compris, on s'intéresse particulièrement à ceux qui sont issus de la table, de la cuisine, des jardins. Donc, concrètement, ce sont les épluchures, les restes de repas, de viande, de poisson, tous les déchets verts type feuilles, élagages, tonte, etc. Et donc, je vous ai inséré ici la petite définition officielle, petite, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est officielle de ce qu'est un biodéchet. Donc, une matière biodégradable, puisque dégradable par le vivant, et qui sont encore trop souvent jetées dans les ordures ménagères au lieu d'être valorisées en vue d'un retour au sol de la matière organique. Et justement, en vue de ce retour au sol, on a vu ces dernières années la réglementation évoluer pour soutenir et généraliser le tri à la source des biodéchets. Donc, ça a commencé avec les lois Grenelle en 2010, qui a imposé à tous les gros producteurs de trier leurs biodéchets. Et puis, cela s'est étendu en 2015 avec la loi Transition énergétique et croissance verte à tous les Français. L'échéance fixée alors était 2025. Et puis, cette échéance s'est vue rapprocher à 2023 au 31 décembre avec la loi AGEC pour se mettre en conformité avec l'échéance européenne. Donc, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Cela implique pour les collectivités qui ont la compétence déchets de mettre en place des solutions pour permettre à vos usagers de trier les biodéchets au lieu de les jeter dans les ordures ménagères. Donc attention, il ne s'agit pas d'une obligation de collecte, il s'agit de mettre en place des solutions qui vont vraiment agir sur le changement de comportement des usagers, puisqu'on le sait, ce n'est pas parce qu'on met plusieurs poubelles qu'on va mieux trier. Et parmi ces solutions, il y a évidemment le compostage domestique pour ceux qui ont un jardin, mais il y a également le compostage partagé. Donc, c'est une démarche qui est aussi encadrée par la loi pour favoriser le bon déroulement du compostage dans des espaces publics ou privés, mais également dans l'objectif de pérenniser les sites qui seraient montés. Parmi les règles à suivre, on a des obligations en matière de logistique. Donc, ça va être le fait de poser plusieurs bacs, dont un qui va contenir de la matière sèche qui est nécessaire au compostage. Donc, c'est ici, stock de matière sèche obligatoire. Des panneaux explicatifs sur les bacs qui vont permettre d'expliquer aux usagers à quoi va servir ce bac et qu'est-ce qu'on met dedans. Et puis, des obligations également en matière de gestion. Donc, c'est se faire accompagner par un maître composteur expérimenté, c'est former des référents de sites sur le terrain à travers des formations qui vont être reconnues par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen. C'est également tenir un registre qui va permettre, et l'archiver, qui va permettre de garder des éléments de quantité, de participation. Donc, c'est un petit peu pour chiffrer la démarche. Et donc, la circulaire du 13 décembre 2012 et l'arrêté ministériel du 9 avril 2018 qui font foi en matière de compostage partagé, que ce soit en quartier, en pied d'immeuble, en entreprise ou au sein d'une école, par exemple. Voilà pour cette recontextualisation de la réglementation. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à les poser dans le chat ou bien à prendre directement la parole si vous le souhaitez. J'ai également envie de vous inviter à, si ce sujet-là vous intéresse, à vous rendre à observer les différents replays de nos précédents webinaires sur lesquels on traite également de ces éléments-là. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? Je vais arrêter mon partage d'écran. Michel Brouillet, je reviens sur la réglementation. Quelles sont nos obligations concernant le suivi du retournement ou de transfert? Alors, est-ce que, Elsa, je me permets de répondre? Alors, les obligations sont bien inscrites. L'objectif, c'est de garantir le bon déroulement du compostage. C'est aussi pour ça qu'on
que la loi nous indique qu'il faut être accompagné par des personnes qui sont formées, des maîtres composteurs. C'est aussi pour ça qu'on implique les habitants dans la formation en tant que référent de site. Et l'objectif, c'est que le compostage se déroule du mieux qu'il soit pour obtenir un compost de qualité. Et le retournement, ça fait partie des méthodes qui fonctionnent pour avoir un compost de qualité, pour éviter les nuisances, pour éviter les mauvaises odeurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Brouillet. Euh, alors, je ne sais pas, justement, c'est très intéressant d'être ensemble et de parler. J'ai toujours les mêmes personnes, les mêmes interlocuteurs. Et donc, nous, au niveau, puisque je ne me suis pas présenté, mais je suis maire adjoint de collectivité, alors, est-ce que c'est lié à la collectivité ou est-ce parce que un compostage de quartier, c'est un peu lié aux bailleurs sociaux, au quartier, à la collectivité, ça peut dépendre de beaucoup de personnes, mais j'avais un retour comme quoi on avait une obligation de traçabilité, de retournement et de transfert. Oui, Et oui. quelque part, d'avoir un suivi par des gens qui sont reconnus avec des compétences, qui soient guides ou qui soient plutôt maîtres composteurs. Oui. Voilà. Oui, oui, tout à Donc, fait. C'est effectivement ce qui est noté, hein, je vous le disais, dans le fait d'effectuer un suivi donc c'est le fameux registre qui était noté, ce fameux registre et son archivage. L'idée, c'est bien de savoir, alors, qui composte. On va peut-être pas aller demander le nom exact et où habitent ces personnes, mais l'idée, c'est d'avoir une vision assez précise de d'où viennent les gens qui compostent sur le site, combien elles apportent dans la mesure du possible, mais également de savoir suivre le compostage. Et ça, effectivement, c'est tout l'intérêt du registre. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner d'un maître composteur. Et c'est pour ça également qu'il faut former les gens de terrain, donc, ce que j'appelle des référents de site, qui sont des gens, soit des bénévoles, soit des salariés au sein d'une structure type association ou entreprise. Quand vous installez un site de compostage partagé en entreprise, le principe, c'est bien de former les gens pour qu'ils aient les bons gestes, pour qu'ils sachent aussi pourquoi les gestes sont bons ou pas, et accompagner le compostage. Donc ça, c'est effectivement dans la loi. Après, écoutez, si vous voulez, Monsieur Brouillet, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole et de nous donner votre témoignage. Donc, je me permets de vous présenter. Du coup, Monsieur Brouillet est adjoint cadre de vie et service technique de la commune de Saint-Julien-les-Villas, dans l'Aube, juste à côté de Troyes. Et il va nous présenter, du coup, son expérience avec le compostage partagé. À vous, Monsieur Brouillet. oui, merci. Bonjour à tous. Donc, parce que je ne vois pas tout le monde sur cet écran. Voilà, donc Saint-Julien-les-Villas est engagé dans le compostage et on a suivi la mise en place de notre PCI, c'est-à-dire de Troyes-Champagne Métropole, qui s'est lancée, elle, dans le soutien des collectivités ou des écoles pour assurer le compostage. Donc, en 2018, on a créé une nouvelle cantine. C'était le moment de se lancer aussi, nous, de notre côté, dans le compostage. Pourquoi? Parce que avec une cantine, ça crée quand même beaucoup de manipulations. Et l'occasion, nous, c'était de transformer notre cantine habituelle avec un self pour les grandes sections, donc dont les élémentaires, les classes élémentaires. Et donc, de là, on s'est lancé dans cette affaire et on a installé 3 composteurs à l'arrière de notre cantine. Donc, bien sûr, je vais vous parler, moi, de ce qu'on fait au niveau d'une cantine scolaire et non pas de compostage de quartier. Mais je pense que pour certains, il y a peut-être des élus aussi dans votre équipe et c'est sûrement intéressant. Compostage dans cette cantine avec 3 composteurs de 600 litres, parce qu'il faut qu'on arrive déjà à proportionner nos résidus par rapport à la taille des bacs. Ça, c'était important. Et puis ensuite, l'installation qui allait bien pour que les enfants puissent trier. Ensuite, la formation de tout le monde. C'est-à-dire que moi, le premier, je suis passé par des formations. Donc aujourd'hui, je suis guide composteur. Une autre collègue conseillère m'a rejoint
qui a fait cette formation de guide composteur. Et on a l'appui de Trois-Champagnes Métropole, où à Trois-Champagnes Métropole, il y a un maître composteur. Voilà. Donc, en cas de problème, on arrive tout ça. On a également formé, si on peut dire, en tout cas initié au compostage des animateurs de notre périscolaire, puisque c'est eux qui encadrent les cantines le midi. Et puis de là, on a démarré. Dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé. Les animateurs ont très bien joué le jeu, parce que c'est quand même eux les premiers autour des enfants. Ils nous ont même créé des… Vous n'avez pas les photos que je vous ai envoyées? Vous n'avez pas entendu? Je peux les partager. Attendez, je vous Non, mais c'est pas regarde grave. ça. Voilà. Pour expliquer au niveau de la pédagogie et comment les enfants trient directement au self, et ensuite comment on les implique dans le remplissage des composteurs. Voilà. Ensuite, derrière tout ça, une fois que les enfants ont travaillé, il y a du retournement, mais qui est assez basique. Par contre, on a impliqué nos services techniques. Et là, pareil, on a donné de l'information compostage à 2 agents des services techniques qui, eux, retournent tous les 15 jours, comme je sollicitais tout à l'heure, et transfèrent quand les… Voilà. Donc là, vous retrouvez le bac, le meuble, où les enfants viennent vider leurs assiettes, leurs couverts, et vous avez le sac qui est ordures ménagères à gauche, et le bioseau où les enfants font le tri. Et en face, les animateurs ont créé, eux, de leur côté, des panneaux où ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Je mets pas. Voilà. Ensuite, les enfants, ben voilà. Donc, vous ne le voyez pas, mais il y a un animateur qui surveille tout quand même. Parce que en début d'année, c'est assez compliqué. Il y a des petits nouveaux qui arrivent. Par contre, là, en fin d'année, ça roule tout seul. On peut dire ça. Ensuite, les enfants récupèrent. Le bioseau est pesé pour voir un peu aussi, nous, avec notre fournisseur qui s'appelle Elite, je fais un peu de com pour eux, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors évidemment, quand c'est des betteraves rouges, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans le seau. Quand c'est des steaks au soja, c'est pareil. Par contre, quand c'est des pommes de terre, il n'y a quasiment rien dans le bioseau. Donc ensuite, les enfants prennent les bioseaux et les transfèrent via les composteurs. Si vous avez l'image. Voilà. Donc ça, je vous disais 3 composteurs au départ. Et puis, ça a tellement bien fonctionné, on n'avait pas bien mesuré les volumes de nos déchets, qu'en fin de compte, on a apporté 3 autres bacs à côté. Donc, nous avons 2 groupes de 3 bacs. Et donc, ça nous permet de travailler tranquillement. Et donc, on a un bac avec le premier là-bas à droite, c'est des broyats qui sont apportés par nos services techniques. Le bac du milieu, c'est le bac d'apport. Et le troisième bac, c'est le bac de maturation. Et vous recommencez sur le deuxième groupe. Voilà. Donc, quand le bac de maturation, au bout de 5 ou 6 mois, il commence, plutôt 6-8 mois, il commence à être acceptable, les services techniques le récupèrent et vont mettre ça au pied de nos arbres qu'on a dans la commune. On a la chance d'avoir une commune avec de nombreux arbres, donc ça ne pose pas de problème. Et pendant ce temps-là, les enfants, eux, peuvent travailler sur le deuxième groupe. Voilà. Donc, il y avait une photo avec les enfants qui travaillent. Voilà. Donc, ça, c'est… Alors, c'est le jeu du midi, évidemment, parce que quand il faut des volontaires, il y a plus de volontaires que de sauts. Donc, c'est assez sympa et les animateurs jouent très bien le jeu. Donc, voilà. Donc dans tout ça, ce qui compte, c'est l'important, c'est l'encadrement. Si vous n'avez pas des gens qui jouent le jeu, je pense que le système ne fonctionnera pas. Donc, nos animateurs jouent le jeu, nos services techniques travaillent, on les relance. On a un outil, nous, de GMAO, qui nous permet de suivre la traçabilité. Trois-Champagne Métropole a même également monté un logiciel de traçabilité. Nous, on a fait nos formations. Je dirais peut-être un jour au maître compostage, parce que de là, on commence à développer des composteurs de quartier. On n'est qu'au balbutiement, mais ce qu'on veut, c'est de l'encadrement, pareil. Donc, on cherche on va dire des ambassadeurs, des aides, des soutiens de quartier pour qu'il y ait un suivi dans le compostage. L'information, par contre, aux particuliers, on soutient le particulier. On fait des réunions, des journées broyants avec nos déchets, nos branches coupées, donc qui sont broyées. On crée des journées qu'on distribue aux gens. Donc, le samedi matin, nos services techniques, on distribue nos broyats
Et on peut même se rendre disponible tout au long de l'année, un soir, pour d'apporter des broyats aux gens. Donc, on essaye de soutenir nos administrés le plus près possible. Voilà, en gros. Mais ce qui se passe à Saint-Julien aujourd'hui, en tout cas, la cantine, c'est une réussite. Et, et là, on ouvre une deuxième cantine avec un self et on va repartir un peu dans la même méthode pour qu'en plus, nos enfants aient les mêmes principes. Donc, on part beaucoup sur l'éducation. Voilà les grandes méthodes de Saint-Julien avec le soutien de Trois-Champagne Métropole, bien sûr. Voilà, Madame Gaëlle. Merci beaucoup, Monsieur Brouillet, pour cette présentation. Est-ce que certains veulent réagir, certains veulent poser des questions pour avoir des détails supplémentaires sur ce projet de compostage en cantine? Monsieur Desherbes, on vous écoute. On ne vous entend pas, Monsieur Desherbes, peut-être vous pouvez activer le micro? Oui, je l'ai activé, ça marche là? C'est bien, on vous entend bien. Okay. Oui, donc bonjour à Michel déjà. Bonjour Dominique. Par rapport au compostage collectif, alors moi je suis de Troyes, hein, donc on a un jardin partagé à Troyes et donc on a un compostage collectif, donc les gens amènent, voilà, de façon anonyme. On a des bénévoles du jardin partagé qui s'en occupent. Moi, mon inquiétude, j'en ai fait part à tous les responsables du TCM, c'est la lassitude des bénévoles. Voilà. Parce que les gens qui amènent leurs déchets, parfois, ils mettent des choses qu'il ne faut pas, donc il faut trier, ils mettent trop de matière sèche, donc voilà, enfin, bon, ça prend beaucoup de temps pour se décomposer, le broyat est un peu gros, enfin bref, des problèmes, il y en a quand même beaucoup, et ça peut vite lasser, et je pense que la réflexion, à un moment, il faudra qu'elle se porte sur l'accompagnement, on va dire, de ces bénévoles pour que ça dure dans le temps et que ce soit réellement efficace. Ensuite, il y a effectivement, alors là, on est sur du compostage, on va dire, de quartiers ou de zones habitées urbaines assez denses. La localisation et la capacité qu'on aura à développer ça un peu partout, de façon à avoir un maillage très, très serré et donc à avoir une gestion pas trop énergivore, parce que si on collecte à des kilomètres, on perd un petit peu l'avantage qu'on a. Voilà. Effectivement, merci pour ce témoignage. La partie mobilisation, c'est un petit peu le sujet de fond de notre jour, de notre webinaire. C'est effectivement le point charnière pour tenir dans la durée. Comment effectivement on mobilise, comment on fait en sorte que personne ne s'essouffle. C'est très intéressant comme intervention, puisque on n'est plus là sur comment on va installer les bacs et où on se positionne, etc. Là, on est déjà dans l'après de bon, on a mis les bacs, on a réussi à peu près à avoir du broyat. Comment maintenant on fait pour que ce soit facile à gérer et que les gens prennent plaisir à venir? On aura quelques éléments de réponse, je pense, tout à l'heure avec la présentation d'Elsa sur des retours d'expérience alsaciens. Donc, peut-être que ça répondra à vos interrogations vis-à-vis de cette mobilisation. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres thématiques que vous voudriez éventuellement, d'autres sujets que vous voudriez aborder? N'hésitez pas. La première question, c'est toujours la plus difficile. Maintenant, c'est bon, on est entre nous, on est en petit comité. Ah, Bonjour, Véronique Scheffler. Donc, je suis vice-présidente en charge de l'environnement dans une communauté de communes de à peu près 19 000 habitants sur un territoire qui comprend donc 42 communes. Donc, nous, on se pose effectivement la question comment accompagner
nos usagers pour partir plutôt sur des compostages plutôt que sur une collecte en biodéchets, parce qu'on est en milieu rural, donc c'est un peu plus compliqué de mettre en place des collectes en porte-à-porte ou même en point d'apport volontaire. Donc moi, les témoignages que j'entends, c'est plutôt assez localisé au niveau d'écoles, au niveau de communes. Donc moi, je ne sais pas trop, au niveau d'une intercommunalité, comment pouvoir suivre, aider les… Parce que bon, souvent, nous dire, les déchets, c'est la compétence de l'intercommunalité, c'est pas nôtre. Et j'avoue que franchement, sur 42 communes sur un territoire qui fait plus de 50 km de long dans un sens et puis pas loin de 30 dans l'autre, enfin moi, je suis tout à fait persuadée que les déchets verts, leur place, c'est dans un tas de compost, enfin les biodéchets, que ça n'a pas lieu de faire l'objet d'une collecte complémentaire. Mais bon, voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Comment le faire partager aux autres? Enfin, je suis un peu coincée quand même parce que voilà, je ne vois pas trop comment se mobiliser des bénévoles, des volontaires dans toutes les communes. Ça me paraît très compliqué. Donc pour moi, ça veut presque dire qu'il faut du personnel dédié au suivi des composteurs dans les communes qui font plus que de l'appui, quoi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me faire part d'une expérience sur un territoire plus grand que les communes ou juste les collèges, les écoles. Voilà. Je suis preneuse de toutes les bonnes idées. Merci beaucoup, Madame Scheffler. C'est aussi très intéressant d'avoir cette question. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes sur un territoire plutôt à dominante rurale et vous cherchez plus d'informations vis-à-vis du projet pour différentes… Enfin, moi, j'aimerais savoir s'il y a des territoires qui ont déjà mis en place ou qui sont en train de mettre en place un compostage partagé à une grande échelle, donc territoriale, quoi. C'était des questions. C'est vrai que la solution de facilité, pour moi, c'est effectivement de mettre en place une collecte en PAV ou en porte-à-porte des biodéchets, mais pour moi, c'est pas ça. Enfin, il faut impliquer l'usager plus que juste sortir sa poubelle, quoi. C'est ça. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'on met une poubelle de plus que les gens vont mieux trier. Et donc, partant de ce constat-là, que ce soit un point d'apport volontaire, une collecte ou un composteur de quartier, il faut forcément qu'il y ait de la communication en avant et il faut forcément de la prévention, de l'explication, associer les gens au projet. On va essayer d'y répondre, je pense, tout à l'heure avec l'intervention d'Elsa, mais c'est sûr que on ne peut pas vraiment faire l'impasse sur tout ce qui est communication et une communication qui va aussi mobiliser les bons arguments et pas uniquement des arguments qui sont relatifs au porte-monnaie ou à la loi, puisque ce n'est pas dans la contrainte que on prend plaisir à faire les choses et que du coup, on les intègre vraiment à notre habitude de vie. Donc, la communication, c'est sans doute un des facteurs essentiels. Après, comment l'adapter à votre typologie d'habitants, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder avec peut-être une étude en porte-à-porte pour connaître les freins et les différents freins de votre population à vous. Ce qui paraît aussi intéressant, en tout cas, c'est de miser également, si vous êtes en territoire rural, sur le compostage domestique qui peut déjà faire un beau gisement de biodéchets retirés des ordures ménagères, tout en mobilisant les gens sur la question des biodéchets, avec peut-être le jardin, etc. Mais en tout cas, le compostage partagé, il n'y a pas besoin qu'il y ait énormément de personnes formées sur le terrain pour que ça fonctionne. On l'a vu avec la cantine, avec l'exemple de Monsieur Brouillet, hein. Ils ont mis en place ça au début. Les jeunes, ils n'avaient pas forcément l'habitude. Et puis, au fur et à mesure de l'année, comme ils les ont associés au projet, ils les ont associés à le fait de verser les biodéchets dans les composteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que les enfants ont été associés et du coup, ils comprennent la démarche, ils comprennent l'intérêt de trier dès le départ et ils participent véritablement au projet. Donc, ça peut être aussi inspirant dans la mesure où
si les personnes trouvent un intérêt à s'intégrer à ce projet de compostage de quartier, que ce soit une petite commune, un petit village ou quelque chose de plus important, on a ce lien social qui va se créer et qui est aussi à miser. Et pour ça, on va vous donner aussi d'autres astuces pour mobiliser, pour associer et pour créer du lien social sur les placettes. Ça, c'est pas ce qui manque en termes d'exemples. On pourra vous en évoquer quelques-uns tout à l'heure. Mais c'est sûr que miser sur le lien social, déjà, ça permet de mobiliser les gens. Quand vous parlez après de mettre peut-être un employé ou quelqu'un qui va vraiment s'occuper de la gestion, eh bien ça, effectivement, que ce soit en interne ou que ce soit à travers un sous-traitant dont c'est le travail, un maître composteur qui va faire la tournée, on va dire, des composteurs une fois par mois pour vérifier que tout va bien, etc. Ou même accompagner et animer la placette de compostage, c'est tout à fait possible. Je vous invite pour ça à regarder nos précédents webinaires sur cette question de l'animation du compostage partagé. Je crois que c'est Dijon qui a présenté quelques éléments relatifs à ça. Donc ça marche aussi très bien. Et je me perds dans mon explication. En tout cas, vous pouvez passer par quelqu'un qui va faire le suivi sans forcément que ce soit très, très contraignant. Voilà, je ne sais pas si j'ai donné quelques clés de réponse. Juste pour intervenir, je comprends très bien l'inquiétude de Véronique et je rejoins les propos de Dominique de Harbe. C'est-à-dire que oui, attention à la lassitude, j'ai suivi son composteur partagé dans les jardins, là. C'est difficile de trouver la personne qui est toujours assidue et qui vient quasi tous les jours, parce que ça va des fois, la dérive peut aller très vite, parce que les gens mettent des aliments qui vont pas bien dedans, ça vous fait des maclottes, ça vous fait des grosses boules, après ça crée des odeurs. Et c'est toute l'inquiétude aussi du compostage partagé, c'est ces problèmes, oui mais ça pue, oui mais il y a des mouches, oui. Alors je pense par contre, c'est super intéressant, et pourquoi pas commencer petit et ne pas penser tout de suite à l'échelle de l'intercommunalité, peut-être essayer d'implanter un composteur dans un endroit, dans un autre, et de commencer avec 2 et puis peut-être grossir. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'on débute, on commence petit toujours. Donc, voilà. Mais l'inquiétude, elle est là, c'est vrai. Et l'organisation, c'est pour ça que nous, de notre côté à Saint-Julien, même si c'est la cantine ou le service public est impliqué dedans, puisque on a des agents communaux qui viennent apporter les broyats, qui viennent faire le transfert, retourner et tout. Mais oui, il faut aussi du personnel derrière et qui soit là parce que il y a un suivi qui est important. Ouais. Merci pour vos réponses. Oui, merci beaucoup pour ce complément, Michel. C'est vrai que ça, c'est partir moi, c'est ce que j'appelle des terreaux un peu fertiles, partir de lieux où on sait que ça va marcher. Ça permet aussi de démarrer ce qu'on appelle entre nous un effet boule de neige pour eh bien, essaimer la démarche, essaimer la pratique. Et plus vous allez avoir d'exemples qui vont fonctionner, et parfois ça peut aussi passer par on installe des bacs et puis des projets qui ne fonctionnent pas forcément très bien, mais le fait d'en mettre un, et puis ensuite un deuxième, et ensuite un troisième, eh bien, ça permet d'égrener la démarche et de faire en sorte que les gens s'approprient un peu mieux et comprennent un petit peu mieux ce que ça implique de mettre un bac de compostage partagé. Et parmi tous les exemples de projets de compostage partagé qu'on a pu observer, on a très peu de problématiques liées aux freins de départ, qui sont les mauvaises odeurs, qui sont la présence de rongeurs, ou voilà, toutes les idées reçues qu'on a un petit peu sur le compostage, parce que en fait, et qui sont de base en fait, parce que les gens n'ont pas été très bien formés à la pratique du compostage. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur le fait de se faire accompagner, le fait de se faire former, parce que ce sont deux points clés pour que ça se passe bien et que les gens comprennent pourquoi faire les bons gestes. Et des gens qui comprennent pourquoi faire les bons gestes, font les bons gestes. Et
après, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nuisance. Et donc, après, la démarche peut s'égrener encore plus vite. Mais partir petit, partir avec des gens qui sont motivés au départ, ça permet de représenter des projets qui soient véritablement impactants sur le changement de comportement. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que Elsa pourra aussi donner plusieurs clés et on va vous donner aussi d'autres éléments de ressources pour aller plus loin dans ces questions-là. Ouais. Si tu veux, je réagis juste. Je prends des notes en même temps, donc c'est pour ça que je hoche la tête, mais j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois, malgré tout. Je rebondis juste sur tes dernières phrases. Une des clés, je pense, pour commencer, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les motivés ou les sachants. Donc, tous ceux qui sont convaincus qu'il faut le faire. Donc, en gros, on va dire, si on était à Paris, on les appellerait les bobos parisiens. Mais ceux qui ont compris que c'est important de le faire, pas forcément pour eux, mais pour la collectivité, pour l'ensemble, pour que tout aille mieux, pour que notre planète aille mieux, etc., qui ont un peu ce regard militant. Et donc, s'appuyer sur ces personnes-là et les faire monter en compétences pour qu'elles comprennent qu'effectivement, si on ne met pas assez de broyat, il y a des dérives, s'il y a des soucis. Si le structurant n'est pas de qualité optimale, il y a des soucis. Si les aliments ne sont pas bien coupés, ça met plus de temps à se dégrader, etc. Et donc, le fait de s'appuyer sur ces gens qui auront compris, ça va… en fait, leur motivation, elle est décuplée de leur caractère, entre guillemets, militant. Donc, comme ils sont convaincus eux-mêmes qu'il faut faire comme ça, ils vont avoir plus de facilité à passer les écueils. Et ce que disait Gaëlle tout à l'heure, c'est pas que les soucis n'existent pas en fait dans le site de compostage partagé. Il peut y avoir des rongeurs, il peut y avoir des mauvaises odeurs, mais en fait, ça n'est plus un souci parce que les gens ils savent d'où ça vient, ils ont compris quelle était la cause et ils peuvent y remédier. Et donc en fait, ça ne prend pas des ampleurs monstrueuses en général. Et du coup, ça permet comment dire, de rectifier le tir assez rapidement. Je me suis notée dans vos questions, j'essaie de faire un pool global de réponses du coup. Il y avait la question de… oui, il y a beaucoup de territoires en fait où de compostage partagé sont mis en place. Il y en a peu qui misent que sur le compostage partagé. Hein. Tu es toujours là. Tu es toujours avec nous, Elsa. Oui, on t'entend très bien. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai un machin qui vient d'arriver. Il y a marqué déconnecté. Vous avez été déconnecté car vous êtes actuellement sur un autre appareil. Donc, je ne sais pas. Nous t'entendons bien. Bon, parfait. Je vais garder ça dans le coin, un écran de plus. Bref, pardon, désolé de ce surgissement de Zoom. Donc, en fait, je disais, c'est par exemple, il y a des grands territoires comme moi, je suis dans le Bas-Rhin, sur Strasbourg, enfin, mon entreprise, mon association est sur Strasbourg. À l'Eurométropole, il y a énormément de sites de compostage. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, il y a énormément de sites de compostage partagé. Ils ont ce problème de recrutement des bénévoles, mais en fait, l'identification du maintien de l'assiduité des bénévoles, elle est liée aux difficultés que la collectivité en fait pourrait suppléer. C'est-à-dire que quand le bénévole il doit faire 1 heure de voiture pour aller chercher du structurant, qu'en plus il n'est pas sûr d'en avoir, eh bien ça le démobilise. Donc il faut réussir à trouver le bon équilibre entre ce que peut apporter la collectivité pour être facilitateur, parce que le rôle pour moi, à mon sens, de la collectivité dans le compostage partagé, c'est vraiment d'être facilitateur, d'ouvrir les portes, de faire en sorte que le bénévole qui veut s'engager, il a juste à suivre et à faire vivre son site. Et il ne doit pas commencer à se demander si, quand il va devoir aller chercher du broyat, il y en aura pas, s'il sera de qualité, si quand il est submergé de compost parce ils ont beaucoup d'apports et que du coup, il faut faut l'exporter pour le mettre en maturation, s'il pourra avoir un coup de main parce que le faire en vélo cargo, c'est bien gentil, mais 1 mètre cube de compost en maturation en vélo cargo, il faut avoir, même si on aime le vélo, il faut quand même, ça prend plus de temps qu'un camion plateau de la collectivité qui passe, qui prend et puis qui l'emmène. Voilà. Il y a des petites choses comme ça auxquelles il faut éventuellement réfléchir en amont, voire y répondre et être en capacité d'y répondre. Et puis, pour ce qui est des secteurs très ruraux, je pense qu'il faut vraiment miser sur le compostage individuel. Alors, il ne faut pas oublier le compostage partagé, parce que tout le monde en milieu rural, notamment les néo-ruraux, ont des parcelles qui sont plus petites et qui ne veulent pas forcément, en plus du trampoline, de la balançoire, de la petite piscine, mettre un composteur parce que sinon la table de jardin, elle a peu de place, etc. Donc,
tout le monde ne veut pas forcément accueillir un compost individuel chez lui, mais un certain nombre peuvent le faire. Et de mon expérience pour agir sur un territoire semi-rural, en fait, les gens, ils ne compostent pas, ils font un tas au fond du jardin. Et du coup, l'image du compost qui sent pas bon, qui met du temps à se dégrader, qui attire les bestioles, en fait, c'est normal parce que c'est pas du compost. Et donc, il faut réussir à combattre ça, en fait, cette idée reçue, justement en disant, bah oui, d'accord, ça fait des années que vous faites comme ça. Bien sûr qu'au bout de 2 ans, ça composte. Mais avant, ça aura méthanisé, il y aura eu des odeurs, il y aura eu des bestioles, et pas forcément que le rat, hein. Il y aura le chat du voisin, chez moi, c'est les corneilles, enfin voilà. Donc, il y aura eu des nuisances. Mais comme elles sont au fin fond du jardin, loin, c'est pas grave. Mais du coup, ça ne fait pas des militants, des personnes qui vont dire « Ah ouais, mais le compostage, c'est super, ça marche très bien, et en plus, je peux l'utiliser dans mon jardin. » Donc, ils ne vont pas être porteurs, entre guillemets, de la bonne parole. Et donc, il faut s'en faire des alliés de toutes ces personnes qui sont en milieu rural et qui ont de la place et qui pensent composter, mais qui ne le font pas. Et donc, ça, c'est un des axes d'action pour le particulier. Et ne pas oublier, effectivement, le côté compostage partagé et là, miser sur le lien social à fond, en fait. Il ne faut pas dire on va retourner le compost, il faut dire on va prendre un goûter, on va faire un apéro autour du compostage et au cours de nos discussions, chacun prend la fourche, le brasse un petit peu et en 5 minutes de retournement, finalement, il est fait parce que tout le monde y a mis la main à la pâte. Et donc, ça va animer vos territoires d'une manière un peu différente. Et ce sont ces leviers-là. Alors, forcément, on mise sur l'humain et on travaille avec l'humain. Alors, c'est plus compliqué que juste un camion qui passe et qui collecte un bac. Voilà. Et ça, c'était pour les courtes. Tout est court. Enfin, pas très courte, en fait, pardon. Et je rajoute juste pour conclure cet élément que effectivement, donc la mobilisation et la formation et la prévention, ce sont des points qui sont clés. Mais vous pouvez également vous faire accompagner, vous, collectivité, par des professionnels qui sont habitués de ça, les maîtres composteurs, qu'ils soient en association ou qu'ils soient au sein d'entreprises. Il y en a sur les territoires et au sein du réseau Grand Est, on essaie de rassembler, d'être justement tous acteurs de ce compostage de proximité. Donc, si vous n'avez pas forcément les ressources pour savoir comment on gère un composteur ou comment on peut animer ce composteur-là, bah, il y a sans doute autour de chez vous, sur vos territoires, des maîtres composteurs qui peuvent vous accompagner, soit sur la durée, soit plus ponctuellement, mais dans ces questions-là. Donc, il ne faut pas hésiter à vous saisir aussi de leur présence. Voilà, pardon Véronique, vous aviez peut-être un complément ? Je voulais juste compléter, nous sommes en redevance incitative depuis plus de 10 ans et depuis qu'on est passé en redevance incitative, on aide en fait, on fournit des composteurs individuels qui sont aidés à plus à 50% par la communauté de communes. Mais c'est vrai que même si on est en milieu rural, beaucoup de gens ne veulent pas avoir de composteurs près de chez eux. Et là, on a remarqué, on a dû augmenter les tarifs de la redevance pour diverses raisons là, au printemps, et on s'est rendu compte que la vente des composteurs avait augmenté. Voilà. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas se baser que sur le compostage individuel pour gérer les biodéchets pour les années à venir. En tout cas, c'est vrai que si la distribution de composteurs, c'est quelque chose qui s'est généralisé au sein des collectivités, qui soient aidées en termes de pourcentage, etc. On voit que les collectivités proposent des composteurs, mais on voit très peu, ou enfin de plus en plus, mais je veux dire, on voit encore trop peu de formations qui sont proposées ou de sensibilisation qui sont proposées à tous ceux qui récupèrent des composteurs pour eh bien savoir apprendre à s'en servir et puis créer un petit réseau de gens engagés dans le compostage. Ça peut être une suite à donner. Alors, on avait un petit réseau de composteurs qui s'est mis en place au moment où on a commencé, mais bon, voilà, ça revient à l'usure. Et puis, les 10 composteurs qu'on avait, bah, il y en a de moins en moins et pour ainsi dire plus personne, quoi, pratiquement. Donc, il faut qu'on reparte sur une formation et mobiliser les gens pour nous accompagner et pour se former. Deux remarques rapides. La première, c'est que sur plusieurs territoires sur lesquels j'interviens dans le cadre de mon association, les collectivités ont décidé de conditionner la fourniture du composteur. Alors, dans l'une, le composteur est gratuit.
Dans l'autre, il faut quand même le payer, mais à un prix défiant toute concurrence, forcément, parce qu'il est subventionné, à une courte formation d'une demi-heure pour que les gens disposent des bases du compostage. Alors, des fois, j'ai en face de moi des gens qui disent « Ouais, mais ça fait 30 ans que je composte. » Et finalement, à la fin de la demi-heure, enfin, je ne tiens jamais une demi-heure, c'est toujours 3/4 d'heure, désolé. Mais au bout du temps, ils viennent quand même pour dire « Ah bah oui, finalement, j'ai quand même appris des choses. Il y a quand même des choses que je ne savais pas ou que je ne faisais pas correctement, etc. » Donc, du coup, moi, je précise toujours que je présente une méthode et que si la leur fonctionne, il n'y a aucun souci. Mais de toute façon, il leur faut le petit papier signé pour pouvoir avoir accès au compost. Et je pense que c'est un excellent levier pour ne stigmatiser personne, parce que du coup, tout le monde est obligé d'y passer, qu'on compose depuis longtemps ou qu'on soit complètement novice en la matière. Et avec le discours, on arrive à faire passer quand même pas mal de choses. Ça, c'était la première réflexion. Et la deuxième, j'aurais dû la noter parce que j'ai oublié, donc elle me reviendra un chouïa plus tard. Ah oui, et la troisième, c'est qu'on avance en temps, donc je vais me permettre de faire le relais de 2 questions qui avaient été posées lors de l'inscription. Il y avait 2 questions qui concernaient des territoires qui disposent déjà de collecte en porte-à-porte. Donc, la collecte en porte-à-porte, c'est, je ne vais pas dire que c'est notre ennemi juré, mais c'est vrai que c'est l'élément qu'on a le plus de mal à contrecarrer, nous, au réseau, dans la mesure où c'est l'action la plus facile. En fait, les gens, ils ont une poubelle chez eux et il suffit qu'ils ouvrent leur couvercle, ils jettent leurs biodéchets. Donc, réussir à faire changer cette habitude est difficile. Donc, sur ces territoires-là, il est évident que la promotion du compostage, qu'il soit partagé ou individuel, est plus difficile parce qu'effectivement, ils ont une solution qui est souvent ancienne en plus. Ça fait très longtemps que la collecte a lieu et du coup, la collectivité, pour pouvoir mettre en place la collecte des biodéchets, elle a aussi communiqué sur le fait que c'était le bon geste à faire, en fait, que pour l'environnement, pour toutes sortes de raisons, il fallait sortir les biodéchets de sa poubelle des ordures ménagères et les mettre dans l'autre. Et donc, du coup, là, pour pouvoir promouvoir le compostage, il va falloir que les gens réussissent à faire un petit pas de côté en se disant que juste avant ce geste qui reste important et louable, parce qu'il ne faut tout de même pas mettre les biodéchets dans les EMR, on peut faire un autre petit geste avant. Et je rapprocherai ça Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont vu l'apparition des plans locaux, des programmes locaux de prévention. Au tout début, les programmes locaux de prévention s'adressaient aux déchets qui étaient juste dans les OMR. Maintenant, ça s'adresse aussi aux déchets apportés en déchetterie. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur les déchets apportés en déchetterie, les gens disaient « Oui, mais en fait, on nous dit de faire ce geste, que c'est le bon geste. En fait, les gens, ils vont en toute bonne foi à la déchetterie parce qu'ils pensent que c'est le geste parfait pour l'environnement, en fait. Mais parce que ce qui est normal, parce que sinon, en fait, on n'aurait pas pu communiquer auprès d'eux et puis les encourager à le faire. Et donc, il faut qu'ils réussissent à se dire, oui, mais finalement, aller en déchetterie, c'est quand même jeter. Et donc, je peux essayer de le détourner avant de le jeter. Mon objet, ma cafetière, peu importe, qui fonctionne encore. Et ben, pour les biodéchets, c'est pareil. Je le mets je mets dans mon conteneur tout ce que je ne vais pas pouvoir composter, mais si je composte, en fait, ça va m'apporter plus de bénéfices que de le confier à la collectivité. Et donc là, après, il y a plusieurs leviers, en fait, il y a plusieurs leviers qui vont devoir être actionnés pour que la nouvelle normalité, ce soit 1, je composte, 2, je mets dans mon bac. Parce que l'idée, ce n'est pas de supprimer la collecte. De toute façon, la collecte en porte-à-porte, elle est ancrée. C'est extrêmement compliqué, une fois qu'on a offert un service aux citoyens, de lui enlever, en fait. Si on ne veut pas des manifestations dans la rue, c'est très, très compliqué. Il y a une incompréhension et puis les gens sont habitués au service, ce qui est normal. On est tous citoyens. Il va y avoir 2 types de motivation. La première, ça va être celle qui vient de l'extérieur, donc celle qui va venir de la collectivité. Ça peut être une incitation financière. Alors, elle peut être liée au matériel, à un équipement de qualité qui est fourni, pas un petit composteur qui, au bout de 2 mois, parce qu'il est en plastique, sera complètement de guingois. Donc, du matériel de qualité, des apports techniques par de la sensibilisation. Et peut aussi y avoir un impact sur le coût, en fait, sur ce que paye finalement la personne. Sur une des collectivités dans le Bas-Rhin, ils ont, pour éviter, quand ils ont mis en place, alors ce n'était pas du porte-à-porte, hein, c'est une collecte en point d'apport volontaire,
pour éviter de perdre toutes les actions qu'ils avaient mises pour promouvoir le compostage, les gens s'engagent quand ils compostent de manière individuelle, ils s'engagent et du coup, ils se déclarent. Et un agent de la collectivité qui est formé, donc maître composteur à minima, guide composteur à minima, mais maître composteur, il va vérifier en fait chez les gens que le composteur, il est vraiment utilisé. Et que ce n'est pas juste j'ai une petite boîte dans mon jardin et je paye moins cher. Et du coup, quand l'action est validée par le contrôle, en fait, il y a une ristourne en fait, sur la facture des ordures ménagères. Et donc ça fonctionne pour les personnes qui compostent de manière individuelle dans leur jardin. Et ils développent aussi un certain nombre, enfin quelques sites de compostage partagés. Mais du coup, là, il n'y a pas d'influence sur le coût, mais ils sont extrêmement facilitateurs pour tout ce qui est apport en structurant, etc., gestion du site. Et voilà. Donc, c'est ce levier-là, le levier financier, ça peut être un levier qui aide à finalement prendre la décision de faire, mais ce n'est pas ce qui va permettre de s'engager dans la durée, en fait. Ce qui va permettre de s'engager dans la durée, ça va être tous les leviers qui vont être du ressort de ses propres motivations. Et donc, l'idée, c'est de se dire que la personne, elle va s'engager parce qu'elle va se dire elle-même, voilà, composter, c'est important pour moi parce que ça m'apporte, à titre personnel, une multitude de choses. Donc, ça peut être, j'ai rencontré mes voisins, du compost parce que je jardine et que j'en ai jamais assez. Ça peut être plein de motivations, mais elles sont propres à chacun. Et c'est là que c'est compliqué parce que du coup, elles sont propres à chacun et elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Mais par contre, si on s'appuie sur cette idée d'essayer de trouver c'est important pour moi, il y a quand même trois catégories en fait d'actions qui peuvent être mises en place. D'abord, il faut pas nier le fait que les gens sont avides de savoir. L'humain, il aime apprendre. Il aime apprendre. Et donc, le fait d'apprendre un nouveau geste qui va être lié éventuellement à un geste de jardin, c'est un vrai atout et c'est un vrai levier d'action. Ça peut être une vraie motivation, en fait. Souvent, les gens qui s'engagent, en fait, ils veulent apprendre. Et il faut une formation guide, finalement. Et si elle est proposée par la collectivité et qu'ils peuvent s'y inscrire, ils vont vouloir en savoir plus. La deuxième, c'est un déterminant qui va mener à l'action, c'est-à-dire que la personne, elle a conscience que quand elle agit pour faire un bon compost, en fait, elle a un impact réel sur son environnement qui est extrêmement proche. C'est-à-dire que ce compost, il va servir à quelque chose. Et ça, il est extrêmement important qu'on ne composte pas pour faire du compost. On composte pour renourrir le sol, en fait. Et du coup, il faut que les personnes puissent comprendre toute la démarche en fait de à quoi ça sert de composter. C'est pas juste éviter le déchet, c'est pas juste traiter un déchet, c'est aussi avoir une vraie plus-value sur son propre sol, sur le sol qu'on occupe en fait. Quand on parle de sol vivant, le compostage, il a toute sa place. Et enfin, le troisième levier, c'est que la personne qui va s'engager, il faut qu'elle se sente reliée à ses voisins, aux autres personnes qui vont participer. Et ce côté lien social qui permettent de mener ensemble des actions qui ont un réel impact sur la vie quotidienne, eh bien, c'est un levier qui est absolument indispensable d'activer. Et quand ces leviers sont activés, finalement, je me répète, désolée, ça permet de maintenir l'engagement sur la durée. Si ces questions, en fait, vous intéressent, c'est Evodia, hein, que je ne confonde pas, c'est Evodia qui a, pendant Tous au compost, a fait un webinaire sur justement la mobilisation et il est disponible en replay. On pourra vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure. Il est dans le diaporama. Et du coup, là, c'était une psychologue sociale en fait qui nous a parlé justement de ces leviers, de où on peut appuyer pour que les gens finalement se sentent vraiment impliqués et s'impliquent sur la durée et que ça reste en fait, parce que chacun y trouve son propre intérêt et agit dans son intérêt, mais dans l'intérêt collectif aussi, parce que ça fait sens. En fait.
Donc ça, c'était pour la question de comment on peut mobiliser alors qu'il y a une collecte en porte-à-porte. Et il y avait une deuxième question qui était liée à, il y a une collecte en porte-à-porte, il y a des bennes de déchets verts en déchetterie, est-ce qu'on doit faire évoluer nos pratiques? Moi, j'ai envie de dire que la première réponse évidente, c'est que si là, on ne vous a pas convaincu, il faut qu'on change de métier avec Gaëlle depuis... vu les autres webinaires, c'est que oui, il faut faire évoluer en tout cas ces pratiques dans la mesure où le compostage reste la manière de traiter le biodéchet qui est la moins impactante environnementalement parlant. Je veux dire, il n'y a pas de camion, c'est chacun qui gère. Donc, et du coup, il y a deux axes. Le premier, c'est que si on mise sur le compostage partagé, il y a toute la dimension lien social qu'il ne faut pas négliger et qui est réelle. S'il n'y a pas en fait, c'est très simple. S'il n'y a pas de lien social qui se crée, le compostage partagé ne fonctionne pas. En fait. Il peut y avoir des soucis de technique, mais si le lien social n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Et on l'a testé, dans ma structure, on l'a testé. La collectivité voulait un site de compostage partagé, il a été installé. Il n'y a pas de référent, il n'y a pas de lien social, ça ne fonctionne pas, c'est la collectivité qui l'a récupéré. Qui en a récupéré la gestion. Et au niveau individuel, en fait, l'autre intérêt, c'est aussi que miser sur le compostage, ça permet aussi de, entre guillemets, inciter les gens à aller voir, à regarder les biodéchets, à regarder les déchets qu'ils produisent, à s'intéresser aux déchets, à qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi, voilà. Et du coup, à devenir un peu plus acteur du devenir de ce qu'ils jettent. Et lors d'une intervention, Gaëlle disait que le compost, c'est le fruit d'un travail collectif. Et je pense que c'est un mantra qu'il faut qu'on se garde. Effectivement, c'est un travail collectif pour le collectif. Je rajoute juste pour le collectif. Voilà, pour les deux éléments, j'espère avoir partiellement, parce qu'on faudrait faire un temps entier là-dessus, mais répondu aux deux questions. Il y a deux réactions dans le chat, il me semble. Tu as levé la main, Gaëlle, je te laisse la parole. Oui, c'était juste pour ajouter par rapport à cette question de est-ce qu'on doit changer nos pratiques quand une collecte en porte-à-porte est déjà en place pour habiter au sein d'une collectivité qui a fait ce choix-là de mettre en place de la collecte en porte-à-porte. Bon, entre parenthèses, c'est du multiflux, mais peu importe, c'est pas parce qu'il y a une collecte que les gens trient vraiment. Je vois mes voisins, je vois autour de moi, les gens, s'ils savent vraiment où va le sac vert, c'est un miracle parce que je ne constate pas de gens qui mettent des choses dans le sac vert. Donc, s'ils ne le mettent pas dans le sac vert, où est-ce que ça va? Sans doute dans le sac, dans le sac noir, quoi. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on a une collecte en porte-à-porte que les gens, ils font ce geste de tri. Maintenant, si vous avez dans une étude Caradem, de l'étude d'analyse des OMR, des quantités de biodéchets et que c'est à 0, ah bah ça, c'est super. Mais en général, la prévention, on peut en faire encore et encore et encore que ce ne sera jamais assez. Donc, faire des animations sur la thématique du compostage, mais aussi sur la thématique du jardinage pour avoir des entrées un peu différentes, ça permet aussi de sensibiliser les gens à ce geste-là pour leur faire comprendre. Donc, si vous êtes très content de votre service de collecte en porte-à-porte, eh bien, c'est formidable. Ça n'empêche que peut-être que vous pouvez encore travailler sur des éléments de prévention, d'animation qui vont sensibiliser les gens, que ce soit à travers la distribution du compost qui est issu de la collecte ou des animations plus réparties dans l'année avec un acteur qui va être engagé sur le territoire, qui va traiter un petit peu de ces questions, que ce soit dans l'éducation à l'environnement ou dans le jardinage. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là, c'est pas terminé. Voilà, c'était tout pour cette question-là de mon côté. Gaëlle Elsa, s'il vous plaît. Oui. Oui, excusez-moi, j'ai été appelé, j'ai une urgence en mairie. Je suis désolé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé quelques instants pour évoquer ce qu'on fait à Saint-Julien-les-Villas, dans le département de l'Aube. Continuez, c'est formidable. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brouillet, pour votre intervention. À bientôt. Merci, désolé encore. Il n'y a pas de souci. Bon week-end à tous les participants. Au revoir. Merci, au revoir. Je vais reprendre la main et vous parler de l'expérience qui se passe sur le SMICTOM de la région de Saverne. En fait, donc c'est au nord du Bas-Rhin. Ce territoire a fait le choix de ne pas se reposer totalement sur le citoyen pour gérer des sites de compostage. Je m'en fais le porte-parole parce que la personne qui devait intervenir
a eu Madame Chloé Wetter-Schmieden, qui est la chargée de mission prévention et biodéchets, a eu un imprévu et une réunion qui s'est calée à laquelle elle ne pouvait pas déroger. Et l'élu, Madame Karine Oberlé, qui est première vice-présidente du SMICTOM, ne pouvait pas non plus, dans la mesure où à ces heures-là, en fait, elle travaille, elle est encore en activité. Donc, je vais rapidement, je vais partager mon écran pour vous présenter le diaporama que Chloé m'a fait parvenir et sur lequel nous avons travaillé ensemble. Travailler ensemble dans le sens où elle m'a expliqué et bien détaillé ce qu'il fallait dire. Je ne m'étendrai pas sur tout ce qui est collecte. Elle en a parlé parce qu'en fait, du coup, il y a effectivement une partie collecte sur ce territoire. Par contre, le propos, c'est vraiment de parler compostage. Et donc, je vous le présenterai, mais sans m'y étendre. Et il y a les coordonnées de Chloé à la suite, si vous voulez échanger avec elle. Elle est tout à fait prête à ce que vous lui envoyiez des messages et elle sera ravie de vous répondre. Donc, je vais juste présenter succinctement le territoire du SMICTOM de la région de Saverne. Donc, c'est au nord du Bas-Rhin, en fait. Strasbourg, c'est par là. Il y a 46 communes, c'est un territoire rural à dominante mixte. Il y a une commune importante, en fait la plus grande, c'est Saverne, avec 12 000 habitants. Alors, je suis un tout petit peu légitime pour intervenir sur cette question dans la mesure où c'est un territoire sur lequel la Maison du Compost intervient, notamment sur tout ce qui est action de sensibilisation, d'information et de formation. Alors, le tri à la source, en fait, c'est une démarche qui est ancienne, qui a été lancée au moment le tri à la source des biodéchets a été lancé au moment du premier programme local de prévention, donc aux alentours de 2011-2012. Et une collectivité en 2013 de ce territoire souhaitait faire une expérimentation de la collecte de biodéchets, et donc celle-ci a été expérimentée. La collectivité n'a pas souhaité poursuivre, mais dans le même temps, commençait à poindre l'obligation qui était au départ de 2025, mais qui maintenant est à 2023, du tri à la source, de l'obligation du tri à la source des biodéchets. Donc, le SMICTOM a repris le projet et a repris ce test, on a tiré un peu les conclusions et a reproposé une expérimentation auprès de 16 communes. C'était en 2018. Cette expérimentation a eu pour résultat d'un constat, il restait encore 25 kilos par an de biodéchets dans les ordures ménagères et il y avait 15 kilos d'éléments fins. Et ce que me disait Chloé, c'est que dans ces éléments fins, il y avait encore des éléments de litière, enfin des petits éléments, des petits fragments qui étaient souvent aussi du biodéchet. Donc, fort de ces constats, en 2019, ils sont arrivés à ce scénario suivant. Ils avaient lancé le compostage individuel, donc ça, ils continuaient à le promouvoir et à le soutenir. Ils expérimentaient des placettes, alors ils appellent ça des placettes de compostage partagées, pour que les personnes qui ne voulaient pas composter chez eux puissent le faire, et mise en place d'une collecte de biodéchets pour les communes où il y avait des habitats collectifs où il y avait au moins 50 redevables, donc 50 foyers à la base. Donc, s'il y a un collectif avec 50 foyers, la commune pouvait demander à ce que des points d'apport volontaires soient posés. Sinon, elle basculait du côté compostage. Et je vous l'ai dit, en fait, c'est une collectivité à dominante rurale, hein, vraiment. Donc, il y a beaucoup de petits villages. Le compostage, c'est quand même un geste qui est assez ancré, alors de qualité plus ou moins réelle, mais en fait, les gens compostent quand même encore beaucoup. Et donc, du coup, ils ne voulaient surtout pas perturber cet élan. Le choix a été fait aussi, outre cette question de prévention des biodéchets, hein, a été fait aussi par souci environnemental. La collectivité, les élus et les agents sont convaincus que le compostage permet d'éviter un certain nombre de désagréments environnementaux, et aussi pour une question de coût, parce qu'ils se sont vite rendus compte que s'ils avaient développé la collecte sur l'ensemble de leur territoire, l'impact financier pour les habitants et pour la collectivité elle-même aurait été trop important et difficilement soutenable. Donc pour pouvoir
mettre en place ce scénario, ils ont répondu à l'appel à projet que j'espère que vous connaissez, qui est l'appel à projet de l'ADEME Grand Est, qui est l'appel à projet GeoBiodec, donc qui engage la collectivité sur 3 ans avec un certain nombre de volets, de publics. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'exigences. Eux, ils ont choisi d'agir sur les 3 volets, donc la prévention, la gestion de proximité et la collecte. Et alors, elle m'a juste signifié, je vous laisse découvrir les chiffres, mais les aides en fait dont ils bénéficient ont concerné l'achat des points d'apport volontaires pour les communes concernées et des sacs amidon, l'achat des placettes. Alors pour eux, les placettes, c'est l'ensemble des 3 bacs qui permettent de faire un site de compostage collectif et de petits matériels qui permettent d'installer clé en main un site. Il y avait compris dedans aussi une prestation d'accompagnement des jardins partagés à vocation promotion du jardinage naturel, évidemment. Il y avait la création de jardins de démonstration en déchetterie pour montrer un peu comment on pouvait éviter les déchets verts et là où les gens apportent leurs déchets verts. La création et l'achat de panneaux de sensibilisation qui ont aussi été posés en déchetterie et aussi le recours à un baromètre d'opinion pour pouvoir un peu suivre quel était le ressenti des habitants. Alors, là, vous avez les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, ils veulent baisser de 740 tonnes les biodéchets. Non, ils veulent collecter 740 tonnes de biodéchets d'ici 2023. C'est là. Pardon, je me perds un petit peu. Au niveau des biodéchets, jusqu'à 3 chiffres sur les biodéchets collectés en points d'apport volontaire. En 2022, il y avait un peu plus de 8 kilos par habitant de biodéchets qui ont été collectés en points d'apport volontaire. Et en 2020, c'est 7,73, donc un petit peu moins de 8. En tonnage, ça fait en 2019 525 tonnes et en 2020 487. Donc le recours au point d'apport volontaire à peu près stable, mais c'est pas l'explosion. Les déchets fermentescibles, d'après la caractérisation de 2018, donc représentaient 25,5 kg par habitant, 25,5 kg par habitant étaient présents dans les ordures ménagères en 2018. Et au niveau des ordures ménagères, entre 2019 et 2020, il y a une augmentation. En fait, ils ont collecté 110 kg par an et par habitant en 2019 et 114 en 2020. Après, 2020 était une année un peu particulière. Les gens étaient un peu plus à la maison aussi, pour les raisons que nous connaissons tous. Ça, c'est pour donc la petite partie collecte. Si vous voulez plus d'informations, je vous encourage vraiment à contacter Chloé. Au niveau de la prévention, ils ont 2 axes. Tout ce qui concerne l'évitement du biodéchet, donc avec que ce soit le biodéchet alimentaire, avec toutes les démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi les biodéchets apportés en déchetterie, les fameux déchets verts, avec la promotion des méthodes naturelles de jardinage. Et le deuxième axe de prévention, ils ont pris à bras-le-corps les incivilités, donc tout ce qui concerne le brûlage des déchets verts, qui a un impact environnemental monstrueux, et les dépôts sauvages. Alors, au niveau du compostage individuel, le soutien aux citoyens est orienté de la manière suivante. Ils vendent des composteurs en bois qui sont fabriqués localement. Les ambassadrices, parce que c'est plus des filles, du tri sont formées guides composteurs pour la majorité, donc elles peuvent apporter du conseil ponctuel. Il y a des ateliers, des sensibilisations grand public et le citoyen dispose de broyats en déchetterie. Pour le compostage partagé, l'objectif qui s'était fixé, c'était 5 placettes par an au minimum. Les placettes sont installées sur la demande des communes. Chloé ne cache pas le fait que pour que les communes demandent, elle les sollicite beaucoup d'abord. En fait, il y a une vraie action de démarchage. Le SMICTOM assure la fourniture du matériel, la communication, la formation des référents, parce qu'il y a quand même des référents qui sont formés, et elle assure le suivi technique et matériel des placettes. Le choix de suivre les placettes en régie a été fait
pour pallier à la difficulté justement de mobiliser sur la durée des personnes qui pourraient les entretenir. Donc, c'est un choix assez original, en fait, parce que peu de collectivités le font. Il faut en tirer des conséquences. Donc, il y a un certain nombre de difficultés qu'on peut d'ores et déjà relever. La première, c'est qu'en amont de l'installation des placettes, il a fallu vraiment bien travailler les outils de communication pour que la transmission d'informations puisse se faire aisément et de manière autonome par les gens qui voulaient participer à ces placettes. S'ils étaient nouvellement arrivants dans le village, pour trouver un interlocuteur, c'était un peu plus compliqué. Donc, il fallait que la communication soit efficace. Et surtout, démarcher les communes pour qu'elles acceptent l'installation de ces placettes. Et ce démarchage est extrêmement chronophage pour les agents. Donc, c'est une des limites à cette action. Ils se sont fait accompagner dans la création de leur scénario et dans la mise en place au départ de scénarios de tri des biodéchets par un cabinet d'études. Et en fait, les moyens humains alloués à cette action ont été largement sous-estimés et ils s'en rendent compte au quotidien en ce moment. Et par manque de connaissance en fait du cabinet, voilà, qui avait peu de maîtrise de ce qu'était finalement, ce qu'impliquait l'entretien et le suivi d'un site de compostage et de leur démultiplication. Donc, ils sont en train de rectifier aussi à ce niveau-là. Au départ, c'était chaque ambassadrice du tri avait un petit peu de temps dévolu, donc c'était pas tout à fait défini parce qu'elle me l'a vraiment précisé comme ça, c'était un petit peu de temps dévolu à l'entretien des placettes. Mais finalement, très, très récemment, ils ont embauché un agent 24 heures semaine. Cet agent, pour l'instant, il a une journée sur le compostage, mais ça va s'amplifier. En fait, l'idée serait qu'il y passe quasiment tout son temps si possible, dans la mesure où, en projet là 2022, il y a une dizaine de sites qui sont prévus. Une dizaine de nouvelles placettes. Alors, les avantages, par contre, alors il y a des difficultés, mais quelle que soit la méthode utilisée, il y a des difficultés, mais il y a des avantages aussi à ce choix. D'abord, ça facilite la pérennité du site, c'est-à-dire que le site, il n'y a jamais de risque d'abandon de site parce que la collectivité est là en soutien, elle est là en support, elle vérifie, elle fait des opérations de retournement, elle entretient s'il y a un problème sur un bac, une latte cassée qui pourrait dire ah bah ce site il est en déshérence, c'est pas correct, etc. Mais ça peut être vite réparé et remis en ordre. Le fait d'avoir des placettes n'empêche pas, au contraire, la formation de personnes référentes. Alors, elles ne sont pas formées référentes de site au sens strict de la formation chartée, parce qu'en fait, elles ne s'occupent pas de l'entretien du site. Par contre, ce sont, entre guillemets, les yeux et les oreilles du site pour la collectivité. Donc, elles surveillent. Elles ont quand même les bases pour savoir ce qu'il faut mettre, comment retourner, etc. Donc, elles peuvent le faire sans aucun problème. Certaines donnent un coup de main en fait, aux agents quand ils viennent. Mais par contre, ce sont les agents vraiment de surveillance. Quand il y a un souci, ils le font remonter assez vite, ce qui permet aussi de pouvoir agir et de ne pas laisser les situations dégénérer. Dans les obligations qui sont demandées aux communes quand ils veulent un site de compostage partagé, la présence de 2 référents minimum est obligatoire. Et pour l'instant, ils en ont toujours au moins trouvé 2. Donc, le cas de refuser un site par absence de référent ne s'est pas posé. Quand la mairie est intéressée par un site de compostage collectif, une réunion publique est organisée. Après, un questionnaire est envoyé aux habitants et il peut être doublé ou par un porte-à-porte ou un démarchage téléphonique selon. Et dans le questionnaire ou le démarchage téléphonique, il y a aussi la possibilité de recruter ou de cibler des référents. Et une des difficultés qui n'est pas du fait ni du SMICTOM ni des mairies, c'est que les syndics parfois refusent l'installation sur leur espace de sites de compostage partagé. Donc, il y a un petit travail à faire à leur rencontre pour les rassurer, pour leur montrer que c'est un bien
et que ça ne risque pas de dégrader leur habitat. Voilà. Concernant donc la collecte, je ne m'étendrai pas beaucoup. C'est juste ce que je disais tout à l'heure. Hein, il y avait un service préexistant, donc ils n'ont pas pu forcément complètement remettre en cause. Certains élus comprennent le fait qu'en deçà d'un certain niveau de population en habitat collectif, il n'y ait pas accès, d'autres beaucoup moins. Donc, ça reste aussi des éléments à constamment réaffirmer. Et pour l'instant, donc jusqu'à présent, chaque collectivité payait le même tarif pour des services finalement différents, mais chacun payait le même tarif. Mais la grille tarifaire, en fait, est en train d'être revue. Et l'idée des services, c'est de proposer des solutions qui mettent en avant la solution de compostage comme avantageuse, en fait. Voilà pour la présentation. Donc là, je vous laisse découvrir les… Ouh, ça a sauté. Pardon. Pardon. Du coup, je vais vous le tableau a été beaucoup trop grand parce que du coup, vous ne voyez pas la fin. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Pourtant, je l'ai rebasculé ce matin et ça allait très bien. Je ne sais pas pourquoi il s'est… Ah. Alors, on va faire ça différemment. Hop. Est-ce que si je fais ça, sinon je vais faire un dédoublement de… Hop, je vais vous la dédoubler que vous puissiez les voir quand même correctement. Hop, très rapidement. Voilà. Donc, tac. Voilà, donc au niveau des coûts, vous les avez, mais vous aurez de toute façon vous aurez les diaporamas hein, pour étudier un petit peu ça en détail. Et sur la suivante, c'était le coût à la tonne selon les flux. Donc le biodéchet reste très élevé. Hein. On sait que c'est un coût important. En fin de diaporama, du coup, 2 fois, je vous ai ajouté les coordonnées de Chloé qui pourra répondre à toutes vos questions sur la collecte. J'espère avoir été claire. Alors, si vous avez des questions concernant la prévention et le compostage, je pense être à même d'y répondre. Pour ce qui est collecte, mon savoir sera un chouïa plus limité. Alors, non, ce n'est pas ça que je vais faire. Pardon, je vais essayer ici. Est-ce que vous avez des questions? Sur cette expérimentation ou d'autres, hein, n'hésitez pas, c'est un peu le moment, il est 11h25, on a du temps pour échanger, pour compléter éventuellement. Non, c'est vous. Il n'est pas encore l'heure de manger, on ne va pas vous manger. Puis de toute façon, à distance, ça ne marche pas. Peut-être le temps que vous recherchiez vos questions qui viendront compléter un petit peu les différentes remarques qui ont été précédemment données. Je peux éventuellement, je ne sais pas ce que t'en dis Elsa, partager l'écran des ressources éventuellement? Oui, bien sûr. Alors, on va faire ça. Je vais vous partager, hop, s'il veut bien. Voilà, donc on a fait un petit récapitulatif avec Elsa des différentes ressources que vous pouvez aller exploiter si vous êtes adhérent du réseau Compost Citoyen Grand Est, mais aussi sans l'être, vous avez, je crois, accès à pas mal de choses quand même sur notre site internet. Donc d'abord, le replay d'Evodia, vous l'aurez dans notre présentation. Mais voilà, là, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les freins et les solutions pour faire des citoyens des acteurs du changement, si vous avez envie d'avoir des outils plus spécifiques, on vous invite à vous rendre sur notre site internet, notamment dans l'onglet médiathèque, qui va vous permettre d'obtenir le recensement des guides papier qui ont été produits par les différentes collectivités du Grand Est et que l'on recense sur notre site internet.
en validant uniquement ceux qui proposent les bons mots et les bons gestes. Nous avons également toujours dans notre médiathèque des fiches pratiques qui vont vraiment vous proposer des actions concrètes avec des exemples illustrés en grand test de d'autres acteurs qui ont proposé des éléments sur comment animer une placette de compostage, par exemple. Voilà, vous avez ça dans les fiches pratiques. Et puis, on vous invite, on l'a déjà dit en début de webinaire, mais à revisionner les anciens webinaires que nous avons proposés, qui sont disponibles alors sur le site internet, mais aussi sur notre chaîne YouTube, et qui sont également accompagnés de nos webinaires thématiques, qui vont vous donner aussi des billes sur la question des apports carnés aux composteurs, du lien avec les rats, de tout ce qui est lié au broyat également sur la matière sèche et des déchets verts qui sont issus des professionnels. Voilà. Et puis pour nous rencontrer en physique, nous organisons les journées techniques. Je vous ai donné le point agenda tout à l'heure, donc on a les prochaines qui se tiendront entre juin et juillet, réparties sur les anciens territoires, les anciennes ex-régions. Donc n'hésitez pas. Et puis on a une assemblée générale par an au sein du réseau qui nous permet aussi de nous retrouver et d'aller un petit peu plus loin dans les réflexions menées sur des projets en matière de gestion de proximité des biodéchets. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous donner les différentes ressources qui peuvent être mobilisées et qui sont proposées par le réseau pour vous, justement. Voilà. Également, une petite récapitulative des différentes personnes ressources aussi qui sont intervenues lors de nos précédents webinaires. Donc voilà, les Terres Touloises, le Grand Reims, Port de France de Thionville, Dijon Métropole pour aller voir autrement qu'en Grand Est. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, la présentation sera disponible en même temps que le replay. Il va nous falloir un tout petit peu de temps pour qu'on mette le visionnage, en fait, enfin, l'enregistrement propre, et ce sera disponible sur le site du réseau Compost Citoyen Grand Est. Voilà, vous aurez tout dans un beau package. Oups, là, pardon. Si vous n'avez pas de questions relatives à ce qui a été vu, nous avons quand même une question à vous partager. Hop. C'est vos interrogations vis-à-vis des prochains webinaires. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, vous en tant qu'élu? Quelle thématique en lien avec les biodéchets et la gestion de proximité ou la prévention vous avez envie d'aborder? Vous auriez envie d'avoir plus de billes que celles qu'on vous a proposées jusqu'à présent. On a vraiment besoin de vos retours parce que ces webinaires-là, comme on vous le disait, sont dans nos objectifs de travaux au sein du réseau Compost Citoyen Grand Est. On a vraiment envie de vous donner des pistes pour soit remettre à niveau vos connaissances en la matière, soit en vous donnant des exemples concrets de projets qui ont été menés. Et pour ça, eh bien, on a besoin de vos retours. Pour rebondir, si jamais vos interrogations viennent plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Normalement, la boîte du réseau devrait être établie d'ici peu, au moins lundi. Lundi, de toute façon, j'en ai besoin. Donc, vous envoyez un petit message et puis soit on peut vous répondre directement, soit on s'empare effectivement du sujet. Monsieur Stebler, peut-être, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. En fait, moi, je suis élu, donc vice-président, donc dans une interco qui est en train de mettre en place le compostage individuel, le compostage partagé. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas trop de retours, effectivement. Donc, j'ai pas non plus encore trop de questions. C'était plus aujourd'hui une prise d'information et savoir un petit peu comment voilà, ça se mettait en place ailleurs. Et je pense effectivement pouvoir me rapprocher, puisque
nous ne sommes pas très loin de Saverne, pouvoir nous rapprocher éventuellement de cette collectivité si on avait des questions plus particulières, notamment dans la mise en place de ce qui était partagé. Voilà. Donc pour moi, je n'ai pas plus de questions pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Bah, effectivement, vous voyez, hein, à travers les différents webinaires, on essaie toujours de faire intervenir des exemples qui nous montrent à quel point le compostage partagé peut s'adapter à vos territoires, à vos problématiques, également aux freins de vos usagers. Donc voilà, il n'y a pas une forme unique. Nous, on présente ce qui fonctionne et ce qui va marcher. Maintenant, à vous de trouver ce qui va correspondre le mieux à votre organisation. Si vous voulez passer par un maître composteur interne, externe, si vous voulez organiser en régie, si vous voulez faire quelque chose de participatif avec les habitants. Voilà, il y a plein de formes différentes qui peuvent se déployer sur vos territoires. Donc, il ne faut pas hésiter à puiser justement dans les webinaires pour voir les différents exemples. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, on voit dans le chat des personnes qui nous souhaitent un bon week-end. Alors, peut-être qu'ils nous quittent au fur et à mesure. Monsieur Landrea? Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis adjoint aux communes de Saint-Léger-près-Troyes, donc j'ai vu la présentation de M. Brouillet à Saint-Julien. Donc, effectivement, on y pense beaucoup, on y a déjà pensé depuis de nombreuses années. C'est difficile parce qu'il y a un problème de moyens, on est une petite commune, il y a un problème de bénévolat, je pense comme partout. Et puis, bon, on a les tarifs de commande justement de ramassage qui augmentent. Donc, c'est comment mettre en place à moindre coût ces éléments. Et je pense qu'effectivement, pour commencer, d'après tout ce que j'ai entendu, le bon moyen, c'est de commencer peut-être par l'école, puisqu'on en a une, pour fédérer un peu plus par les enfants, les habitants, parce que c'est vrai que ce soit dans nos associations, on a de moins en moins de bénévolat, et je pense que c'est le problème, je dirais, principal de ce qu'on veut faire au niveau du compostage. Donc voilà, donc je pense que je vais voir M. Brouillet pour essayer de démarrer et puis voir un peu ce qu'on peut faire et on verra. Mais c'est vrai que dans les projets que vous avez présentés, bon, ça a commencé en 2012-2013, ce sont des projets qui sont assez lents à mettre en place, effectivement. Voilà. Merci, Monsieur Landrea, pour votre intervention. Bah, après, oui, effectivement, on a des collectivités qui se sont engagées en 2012, 2013 pour faire des tests. Maintenant, j'ai envie de vous dire, les tests, oui, on peut faire des tests à l'échelle d'une collectivité, mais on sait ce qui fonctionne et on sait que quand les choses sont menées avec les habitants, quand on a de la communication où on mise sur la prévention et associer les usagers à ces projets-là, on sait que ça fonctionne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de beaucoup de phases de test ou en tout cas de très longues phases de test pour mettre en place des choses qui vont porter leurs fruits. Donc voilà, effectivement, passer par une phase au sein d'un milieu scolaire qui va permettre de mobiliser et les enfants et du coup les parents, ça permet voilà, de commencer petit. Mais voilà, le coût, étant donné la réglementation qui arrive et étant donné le fait qu'il va falloir proposer des solutions aux habitants pour trier les biodéchets, j'ai envie de vous dire que vous passiez par un compostage de quartier qui va permettre de couvrir déjà 50 foyers. C'est déjà un premier test et vous allez pouvoir après égrener la démarche. En termes de coût, le compostage partagé, le compostage de proximité, je ne sais pas s'il est imbattable, mais en tout cas, il est très intéressant. Et puis, encore une fois, l'ADEME est dans ses dernières années de soutien pour ces projets-là. Donc, il faut aller aussi creuser de ce côté-là pour avoir des soutiens financiers dans la mise en place de placettes de compostage. Oui, je rebondis juste. La seule limite que je vois, moi, à l'installation de sites de compostage dans les écoles, c'est qu'il faut réfléchir si les parents commencent à prendre l'habitude pour certains sites. Alors, ce n'était pas le cas de M. Brouillet, où c'était vraiment la production de l'école qui était, enfin de la cantine qui était compostée. Mais si on installe un site de compostage dans une école pour que les parents, par l'entremise de leurs enfants, puissent apporter leurs biodéchets, hein, ça fait un site partagé, il faut veiller à ce que ce site il soit ouvert même quand ce sont les vacances scolaires.
parce que sinon les parents se retrouvent avec pas de solution toutes les 6 semaines et 2 mois l'été. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, ça se fait, hein, il n'y a pas de souci. Parfois, dans les villages, ou même dans ma ville, en fait, l'école sert aussi de structure pour le périscolaire l'été, donc de toute façon, elle est ouverte, donc le site, il est accessible. Voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut penser, mais ne pas rompre, en fait, la possibilité d'utiliser le site à la temporalité juste scolaire. Du coup, si on parlait un peu du coup, je vais me permettre de partager le sondage. On avait un peu réfléchi au sujet qu'on pourrait éventuellement apporter. Donc, si vous voulez bien, je vais partager un sondage et vous suffit de cliquer. Vous pouvez faire. Alors, je vais vous demander de ne choisir que 2 sujets. Alors, il y en a 3 qui sont proposés, il me semble, hein, mais que 2 sujets. Et en fonction, on pourra choisir ceux qui ont reçu le plus de voix pour essayer de dimensionner nos 2 prochains webinaires. Voilà, et si je fais ça et ça, est-ce que vous le voyez? Oui, en tout cas, on le reçoit en pop-up. Voilà. Alors après, moi, j'ai que les que le... Comment on appelle ça? Que le résultat. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez voter, par contre. Alors, la question, du coup, est imbattable, hein, clairement. Alors, est-ce que tout le monde a pu voter, Elsa? Dis-nous. Je pense que oui. Alors, je vais vérifier. Normalement, nous sommes encore 11 participants, moins nous 2, parce qu'on n'a pas voté, nous. Donc, ça fait 9 normalement. Donc, Moi, j'ai voté. J'ai voté, malheureusement. tu as voté. J'ai été obligée. Oui, d'accord. Donc, tu as voté. Donc, 10. Donc, théoriquement, non, doit y avoir une personne qui ne s'est pas exprimée, parce que j'ai des ratios sur 9 personnes sur 10. À moins que participants. Je vérifie. Bon, je pense que ça. Alors, ça va être un peu compliqué, hein, parce qu'on a donc le coût de la prévention qui arrive en tête avec 78%. Et après, à égalité, le matériel et le compostage en établissement, 58% chacun. Et donc, ça n'est pas très arrangeant, mais nous allons faire avec. Après, ceci dit, on peut aussi trouver, voilà, on pourra traiter éventuellement un des sujets en webinaire, comme on l'a fait aujourd'hui, et l'autre d'une manière un peu différente. Et vous aurez de toute façon les résultats, vous serez informé des résultats. Oui. En tout cas, voilà, pour répondre un petit peu à vos questions de mobilisation véritable, s'il vous reste encore des interrogations ou vous avez encore envie d'aller plus loin dans la réponse à ces questions d'illustration plus précise, encore une fois, je vous répète, les prochaines journées les prochaines journées techniques qui ont lieu, je me remets sur ma page agenda, journée technique, donc assurer la pérennité des sites de compostage collectif, le 14 juin à Strasbourg, mi-juin à Nancy, et puis le 1er juillet à Troyes. Donc ce sera vraiment l'occasion de rencontrer d'autres acteurs qui vous présenteront des exemples beaucoup plus concrets de comment mobiliser, comment assurer la pérennité de vos sites de compostage. Donc peut-être que ça permettra d'aller un petit peu plus loin et de rencontrer d'autres acteurs aussi. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires à ajouter à ce webinaire? Exprimez-vous, c'est le moment. Après, l'ordinateur sautait détruit. Alors,
Alors, je vois que certaines personnes… Alors, moi, je n'ai pas, de questions, mais donc, je fais partie des collectivités où on a du ramassage en porte-à-porte, des apports en déchetterie et aussi du compostage individuel. Et donc, donc maintenant, on a une réflexion à mener pour l'ensemble de notre territoire et voir un petit peu si comment on fait évoluer et si on est tous d'accord sur le sujet. En tout cas, on a le support pour la discussion maintenant. Merci. Merci beaucoup, Madame Coutier, pour ce complément. Effectivement, on pense avoir un petit peu brossé la partie compostage partagé à travers les derniers webinaires que nous avons animés avec Elsa. Nous restons évidemment à votre disposition si vous avez envie de nous joindre et de poser d'autres questions ou d'avoir plus d'informations spécifiques. On restera à votre disposition. Je pense parler au nom de nous deux. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour votre participation et aussi pour vos questions et vos témoignages qui ont permis de donner un petit peu d'eau à notre moulin collectif sur ces thématiques-là. On espère avoir enrichi vos réflexions à vous et vos projets potentiels et respectifs sur vos territoires. Comme on vous le disait, nous avons le replay qui sera mis en ligne avec les présentations respectives d'ici la fin du mois ou le début du mois suivant. On a encore des petites retouches à faire dessus avant qu'il soit visible et par tout le monde, vous y compris. Donc, vous aurez la possibilité de le revoir ou de le partager. Je pense avoir dit l'essentiel. Elsa, si tu as d'autres compléments? Non, tu fais très bien les remerciements. C'est parfait. Vous avez vu, on s'améliore dans la présentation et dans la modération de webinaires. Ce n'est pas notre métier de base, mais bon, hein, comme on le sait, on a dû un petit peu se mettre à ces outils-là. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. J'ai été ravie de pouvoir animer ce webinaire avec Elsa et de pouvoir modérer tous nos échanges. Merci encore à vous d'avoir participé. Bon, je remercie les intervenants qui ont permis d'avoir leur retour d'expérience. Merci à vous qui regardez le replay et on vous souhaite une bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos prochains rendez-vous. Voilà, vous pouvez maintenant vous déconnecter.